Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Taquet. Marie, salut. Hello, hello Alex, hello tout le monde. Écoute Marie, je suis très content de t'avoir dans le podcast. Ça fait plusieurs années que je viens chez vous, chez Iconoclast, pour parler à vos étudiants. Donc c'est très cool que tu viennes parler dans mon univers, dans mon podcast. Peut-être que les auditeurs ne te connaissent pas. Donc la première question que je vais te poser, c'est pourquoi aujourd'hui les gens qui s'intéressent à la vente devraient t'écouter dans notre podcast? Carrément. Déjà, quel plaisir de t'avoir depuis toutes ces années chez Iconoclast. Pourquoi m'écouter potentiellement Donc moi, en quelques mots, j'ai monté une école de vente il y a bientôt 6 ans qui s'appelle Iconoclast. Et donc, on est les spécialistes de la vente B2B pour vraiment apprendre le métier de commercial B2B dès le tout début. Donc, on a commencé par vraiment créer un nouveau genre d'école de commerce qui forme uniquement au métier de sales. Quand je dis sales, c'est tout le cycle de vente du métier de commercial, avant-vente, vente, après-vente. Donc, on a formé un peu plus de 1000 personnes, donc je commence à avoir une petite expertise de comment faire pour changer, on va dire, la vie de quelqu'un qui avait une première vie professionnelle pour en avoir une seconde. Et puis, depuis 3 ans, on forme également les équipes commerciales en B2B. Donc, on va dans les entreprises délivrer des formations commerciales afin que les équipes soient encore plus performantes. Merci pour cette intro. Alors, tu as fondé Iconoclast il y a 6 ans. Moi, j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente il y a 6 ans. Et dès le premier épisode, une punchline que j'ai retenue, c'était 2/3 des commerciaux en poste maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Est-ce que 6 ans après, ce constat, il est toujours le même? Oui, je pense que tant que les entreprises de formation sont en croissance, c'est que le constat doit être le même. En revanche, j'ai l'impression que la formation commence à se démocratiser grâce notamment au podcast, donc grâce à toi, grâce aussi au budget de l'État qui permettent aux entreprises via les OPCO d'avoir accès à des formations, de pouvoir reformer leurs collaborateurs. Et également, je trouve que, alors sur LinkedIn, on trouve de tout, mais on trouve surtout du contenu finalement. Donc, même si c'est des micro-formations, je pense que, et des micro reels ou des micro-posts, en fait, à force de lire de l'info sur un métier, sur des techniques, on est forcément meilleur. Donc, c'est le même constat, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est 2/3 j'ai pas la nouvelle stat. Il faudrait la chercher. Moi, j'ai l'impression quand même, j'en parlais dans un épisode récemment, c'est tu vas dans un salon professionnel, B2B par exemple, et tu vois un peu les commerciaux qui échangent avec toi. Et tu as l'impression quand même que ce qu'on disait il y a 6 ans dans des podcasts, finalement, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours un manque de méthode un peu, un manque de fondamentaux. Ça, c'est sûr. C'est vrai que là où je te rejoins totalement, c'est que, par exemple, nous, quand on fait passer des entretiens d'embauche pour recruter un directeur commercial ou des sales coachs, puisqu'on a beaucoup besoin d'intervenants dans notre école ou dans nos formations commerciales, il y a plein de personnes qui ont même 10, 15 ans, voire 20 ans d'XP et qui sont incapables de citer une technique de vente ou de l'utiliser. Nous, on a un cas pratique qu'on fait toujours passer qui s'appelle « Vends-toi ». Et en fait, souvent, tu vois les gens rentrer direct dans l'engrenage et essayer de se vendre sans avoir fait une découverte au préalable des besoins que finalement, nous, on pourrait avoir pour recruter quelqu'un. Et c'est hallucinant de se dire que ces personnes, elles ont réussi à graviter dans la vente pendant 10, 15, 20 ans sans avoir de technique. Alors que voilà, on interviewe des personnes qui ont quand même pas mal d'expérience. Donc, surprenant. Et en même temps, je pense que je sais pas, soit elles ont été confrontées à des produits tu vois, où tu n'as presque pas besoin de faire une vente, ou alors très inbound en général. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça me paraît indispensable de se former. Et je trouve qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui maîtrise les techniques de vente, qui les a au moins touchées du doigt, tu vois, et quelqu'un où on a juste dit, bon bah voilà, t'as une liste, prends ton téléphone, débrouille-toi, ou va faire du porte-à-porte, ou je ne sais quoi. Et qui en fait s'est débrouillé un petit peu avec son instinct ou ce qu'il avait en tête. Pour le coup, là, on voit une grosse différence. Très bien. Alors, vous l'avez compris, on va parler pendant tout ce podcast de formation, de montée en compétences des commerciaux. Toi, aujourd'hui, le thème du jour, tu voulais nous parler de comment devenir un commercial en partant de zéro. Pourquoi tu voulais partir sous cet angle-là ? Parce qu'aujourd'hui, le métier de commercial est un métier en pénurie. Tu as encore on manque juste en France entre 100 et 200 000 commerciaux par an, ce qui me paraît hallucinant. Ouais. En fait, on ne rêve pas d'être commercial quand on est enfant et c'est même pas un métier dont on parle vraiment à l'école.
Et je trouve ça dommage qu'en fait, on envoie beaucoup de jeunes vers des métiers qui sont bouchés parfois, tu vois, qui n'ont pas de débouchés et dans lesquels ils ne trouveront pas d'emploi. Alors qu'à côté de ça, on a des métiers qui sont hyper rémunérateurs, où tu n'as pas besoin de faire 5 ans d'études pour être performant. Et où, si tu es performant, tu ne connaîtras pas le chômage. Et donc, j'ai vraiment envie de dire aux gens qui ont envie de devenir commercial, et il y en a énormément, nous, tous les 3 mois, on a 2500 leads, 2500 personnes qui postulent à notre école. Donc, on voit qu'il y a une grande masse de de personnes qui se posent la question de comment devenir commercial, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre ou qui se posent des questions sur le métier. Donc, ça me paraît important de démocratiser un peu le fait que c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait possible de l'apprendre en quelques mois et que c'est un métier trop cool, quoi. Et tu dis tu as 2500 personnes qui postulent, c'est-à-dire que vous avez une sélection, je ne sais pas comment ça marche, vous avez une sélection et vous prenez un certain nombre de candidats? Exactement, donc sur le produit B2C qui est vraiment le bootcamp, l'école pour devenir commercial, on a un premier entretien un peu de pré-screening où on appelle la personne, on lui demande dans les grandes lignes si elle a compris ce que c'était que le métier de commercial, si elle a compris ce qu'elle allait faire dans l'école. Donc là, c'est vraiment une vingtaine de minutes où on n'y passe pas trop de temps. Ensuite, on fait un cas pratique, mais qui est accessible à tout le monde, même les gens qui n'ont jamais vendu, pour voir un peu la réflexion qu'ils ont derrière leur action. On leur fait un petit débrief et on voit s'ils arrivent à s'améliorer derrière pour voir si on va réussir à les coacher sur une période de temps qui sera très courte puisque l'école dure 3 mois. Et puis voilà, ensuite, il y a un acte de closing aussi de notre part où y a des gens qu'on voudrait et qu'on n'arrive pas à avoir, il y a des gens qui veulent venir qu'on ne veut pas, et puis il y a des gens avec qui il y a un bon match. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en tous les cas sur le métier. Ouais, et puis est-ce que n'importe qui peut devenir commercial selon toi? Alors oui, moi je le vois donc comme je te le disais, on a formé un peu plus de 1000 personnes uniquement sur le B2C, donc uniquement sur des gens qui n'y connaissaient rien à la vente. Tu vois, encore sur la promo qui est en cours, on a une policière, celle d'avant, il y avait une hôtesse de l'air. Enfin, il y a vraiment des gens qui ne touchaient pas du tout à la vente, qui ont décidé de se reformer. Donc moi, je pense qu'on peut avoir une sorte de cliché sur le métier de commercial où on se dit qu'il faut forcément être très extraverti, très éloquent, avoir une grande confiance en soi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas toujours le cas et c'était pas toujours l'unique personnalité qui fonctionnait et qui arrivait à performer. On l'a vu, on a aussi bien des introvertis que des extravertis qui performent. Donc moi, je pense que oui, tout le monde peut être commercial. Et qu'en revanche, ce qui fera la différence, c'est les gens qui vont travailler, passer l'appel de plus, essayer une fois de plus de closer quelqu'un qui correspond à la cible. Les gens qui sont motivés, parce que ça demande une résilience de malade d'être commercial. Et voilà, passer 100 appels par jour ou passer 8 heures en rendez-vous, c'est pas non plus à la portée de quelqu'un qui ne serait pas motivé ou qui n'aurait pas envie de se surpasser. Mais sur le principe, vraiment, si on prend juste une personnalité ou tu vois, une segmentation de personnes, je suis persuadée que si cette personne a envie de devenir commerciale avec les bonnes armes, elle le sera. Parce qu'en fait, dans la vente, il y a une question de pratique, il y a une question de répétition et une question de technique. Donc, à partir du moment où tu as tout ça, si tu le veux, tu le peux. Ouais. Alors, j'imagine les gens qui viennent chez vous, ils ont compris effectivement que le métier de commercial, c'est un métier qui est en pénurie, tu l'as dit. Ou si tu es bon, tu peux avoir des bons salaires. C'est quand même important quand tu cherches un travail. Ils arrivent chez vous. Selon toi, quelle est la meilleure manière d'aborder le métier de commercial quand on arrive, qu'on ne connaît rien, qu'on démarre de zéro? On va peut-être parler d'outils. En plus, aujourd'hui, maintenant, tu as les outils IA qui arrivent sur le marché. Quelles sont un peu les choses que tu vois, toi, avec la mise en place des méthodes chez vous? Carrément. Donc, il y a toujours une... Alors, nous, dans notre bootcamp, il y a 80% de pratique et 20% de théorie. Okay. On a été tout premier à l'importer en France parce que ce que j'ai vite vu quand je créais l'école et je réfléchissais au concept, c'est que les commerciaux, et d'ailleurs dans la plupart des métiers, vont apprendre vraiment ce qu'est le métier en prenant leur téléphone, en essayant de faire une vente, en faisant de la prospection, etc. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une petite partie de théorie. Il y a une semaine de théorie où là, on revoit les basiques du cycle de vente, donc que ce soit la prospection, comment est-ce qu'on fait pour prospecter,
comment est-ce qu'on fait pour faire une découverte, traiter les objections, négocier, closer, donc toute la partie vraiment entretien de vente et toute la partie après-vente. Et ensuite, dès la 2e semaine, on leur met un téléphone dans les mains. Okay. Où ils commencent à prospecter pour des entreprises en se faisant vraiment passer pour des commerciaux de l'entreprise en question. Et en fait, on le voit, les premières séances de prospection, elles sont super difficiles parce qu'il faut arriver à passer le cap du premier appel où tu as l'impression que tu vas déranger. En plus, c'est vrai que c'est assez culturel en France de se dire on coupe pas la parole, enfin, tu prends pas la parole quand on te l'a pas donnée, on n'est pas trop fan du non, etc., ou de l'opposition d'une manière générale. Donc, il y a une vraie déconstruction en fait à faire. Donc dans les premiers instants, avec le téléphone, on essaie de créer une émulation où les apprenants se mettent debout, on les met les uns à côté des autres, on gamifie un petit peu l'histoire avec un tableau blanc, un petit gong ou une petite cloche pour qu'ils célèbrent à chaque fois qu'ils ont réussi à prendre un premier rendez-vous. Et dès les premières sessions, on voit que ça fonctionne. Et ensuite, on commence à amener une brique outils. Donc, on voit évidemment les CRM dont ils auront besoin quand ils seront commerciaux, parce qu'il y a une partie vente, mais il y a une petite partie administrative que tous les commerciaux détestent. Et voilà, et en fait, on séquence ça de cette manière. Et il y a une dernière partie, plus une brique posture, que chez nous, on appelle développement personnel, mais l'idée derrière ça, c'est de se dire que quand tu as confiance en toi et que tu te sens, en tous les cas, assez bien pour parler à ton prospect, pour mettre une phase de silence si besoin, et ben en fait, ça mettra la personne en face de toi ou au téléphone à l'aise. Donc, on essaie de leur donner le sourire au maximum, on essaie qu'ils aient un maximum confiance en soi, même si je ne suis pas sûre que quelqu'un sur Terre puisse se dire « je suis à 10 sur 10, je mets confiance en moi ». Mais qu'ils prennent en tous les cas une certaine assurance dans leur voix et leur présentation, quoi. Ouais, alors c'est vrai que la partie outils, même si on sait que l'outil ne fait pas le commercial, elle est selon moi très importante parce que embaucher un commercial qui maîtrise déjà les nouveaux outils du marché, c'est quand même pour une entreprise, c'est super bénéfique. Et après, il y a la deuxième partie, tu en as parlé, c'est les soft skills. Ça, pour moi, c'est plus compliqué à former des soft skills. Comment vous y prenez pour essayer de donner les bonnes pratiques à vos étudiants ? Alors, on a pas mal d'ateliers. On a des ateliers d'improvisation théâtrale où là, c'est... Parce qu'en fait, parfois, tu te fais prendre de court. Quand tu es sur un appel, tu n'as pas forcément réponse à tout. Ouais. Surtout au début, tu connais pas forcément ton pitch par cœur, etc. Donc, on fait beaucoup d'improvisation théâtrale. On fait tout ce qui est un peu exercice où tu dois... Bon, à raconter comme ça, c'est un peu bizarre, mais tu dois rester face à l'autre sans parler pour arriver justement à maîtriser la sorte de tension que tu peux avoir avec une personne dans un moment où tu pourrais être mal à l'aise d'une manière générale. On a des cours pour apprendre à articuler correctement. Et tu vois, quand on se parlait tout à l'heure de tout le monde peut devenir commercial, nous, on a même eu des gens qui bégayaient en arrivant, où tu pourrais te dire, vas-y, il bégaye, c'est impossible, il n'y arrivera jamais. Et en fait, en prenant le temps, en étant accompagné évidemment d'un orthophoniste aussi, mais en prenant confiance en lui, etc., en fait, les bégaiements disparaissaient petit à petit. Le pitch, il le connaissait mieux, donc il était aussi plus à l'aise. Et donc on travaille aussi là-dessus. Et puis ensuite, on les fait aussi sortir dans la rue pour faire des exercices avec des gens qui ne connaissent pas, à qui ils doivent adresser la parole. Donc, c'est vraiment full pratique. Et d'ailleurs, la pratique, on essaie de le faire aussi bien dans notre école de vente vraiment B2C que dans les entreprises. Et on voit vraiment qu'en pratiquant, ça crée des connexions dans ton cerveau qui fait que ton cerveau crée ça comme un pattern et comme quelque chose que tu as déjà vécu. Donc, la prochaine fois que tu vas le vivre, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise dans la situation. Donc, c'est vrai qu'on essaie vraiment de... Bon, là, je te donne un petit aperçu, mais on essaie de travailler là-dessus, même si, comme tu le dis, c'est pas le truc le plus évident. Et je pense que dans le développement personnel, si c'est un peu un mot bullshit, mais dans toute cette partie, essayer de devenir une meilleure version de soi-même, il y a une partie aussi à faire un peu de son côté. Nous, on ouvre des portes et ensuite, les personnes, elles peuvent aussi décider d'aller plus loin, tu vois. Ouais, donc vous axez beaucoup, tu l'as dit, sur la pratique. C'est vrai que les commerciaux, on le dit beaucoup dans le podcast aussi, on a l'habitude, à l'inverse des sportifs, d'aller sur le terrain sans avoir beaucoup d'entraînement et finalement de s'entraîner sur des vrais rendez-vous.
Et je pense que l'avantage d'une formation comme la vôtre, c'est justement de s'entraîner un maximum pendant 3 mois intensifs avant d'aller en rendez-vous sur le terrain. Donc, tu as parlé plein de choses. Tu as parlé de l'appel téléphonique. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression, chez vous, un rite initiatique. Vous avez même fait sur LinkedIn les call clubs. Oui. Ça fonctionne toujours, ça? Vous le faites toujours? Okay. On en a dans 2 semaines. Enfin, okay. Ça sera plus avec la bonne date de l'épisode, mais oui, on essaie d'en faire un par mois. Ok, bon, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est vous avez 2 de vos formateurs qui appellent en prospection téléphonique et qui sont filmés. C'est retransmis en direct sur LinkedIn. Yes. C'est assez rigolo. C'est assez drôle. C'est pour dire aussi qu'il y a une personne, Julien, qui travaille plus chez nous, mais on le fait quand même tous ensemble parce qu'en fait, on veut dire que la prospection téléphonique ou la prospection d'une manière générale, tout le monde se prend des énormes portes. Ouais. Et peu importe le nombre d'années que tu as, tu t'en prendras toujours. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire de ce moment un moment le plus sympa possible. Et pour toi, en souriant, en essayant de créer du lien au téléphone, ou si c'est par email ou par LinkedIn, si c'est des canaux plutôt digitaux. Et pour la personne que tu vas appeler, parce que parfois tu peux la déranger, ou parfois elle attendait pas ton appel, etc. Donc on essaie de montrer que c'est quand même un moment cool. Et voilà, on veut aussi enlever un peu le côté honte de se faire bâcher, parce que franchement, on le voit pendant les lives, on se fait bâcher, mais enfin, en l'occurrence, parce que moi je fais qu'animer, mais ils prennent hyper cher, et ça arrive franchement même au meilleur. Et je trouve ça cool de dire que voilà, ça arrive à tout le monde, quoi. Ouais. Et donc, vous faites quand même passer vos élèves par un peu une moulinette. Dès la 2e semaine, l'appel téléphonique, des exercices dans la rue, du théâtre d'impro. Vous n'avez pas des gens qui abandonnent? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si, y en a toujours 1 ou 2 qui abandonnent avant la fin de la promo. On essaie quand même de faire en sorte que tous les gens qui commencent terminent. Parce que nous, on le vit aussi comme un échec, tu vois. C'est un échec pour la personne qui aura perdu du temps et potentiellement de l'argent. Et puis nous, c'est pareil, c'est une personne que potentiellement on a peut-être mal sélectionnée ou mal accompagnée. La responsabilité, elle peut se partager. Donc voilà, ça arrive toujours. Il y a des gens aussi qui tombent malades, qui ont des problèmes familiaux, des trucs qu'on ne peut pas maîtriser. Mais dans la mesure du possible, on essaie d'accompagner tout le monde, même les gens pour qui c'est difficile, jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que quand on se lance dans la carrière de commercial, une des premières réactions qu'on peut avoir, et c'est normal, c'est d'avoir peur en fait de déranger les gens. Ouais. Comment vous arrivez un peu à travailler cette peur-là avec vos e-commerce, c'est comme ça qu'on les appelle? Ouais, alors nous, on essaie de mettre en place vraiment des rituels pour qu'il y ait une émulation globale. Je te le disais tout à l'heure, déjà on essaie de mettre tout le monde debout. Ouais. Et en fait, tu sais, quand tu vois l'autre qui est à côté de toi, qui va prendre son téléphone et puis qui se lance, ça crée une espèce de chose où tu dis, bon, allez, c'est parti, je me lance. Et ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir du moment où la personne, elle a passé 10 appels, 20 appels et qu'elle a réussi à prendre un rendez-vous, en fait, il y a un truc qui se débloque complètement. Et on essaie vraiment de mettre du jeu dans cette pratique de la prospection qui peut être vraiment difficile, et où en effet, tu as l'impression que tu déranges. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que le but de la prospection d'une manière générale, c'est d'apporter une solution à quelqu'un qui a un besoin. Donc, on n'est pas en train de le déranger, on est en train d'essayer de lui montrer que s'il a besoin de cette solution, on va être là pour lui proposer, et on va être là pour que finalement, ça améliore son quotidien. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que le formateur se met toujours dans une position où il prend son téléphone. Donc, il se remet en danger devant toute la salle pour montrer que, voilà, même quand on a plusieurs années d'expérience, il faut y aller, il faut se relancer. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on reste dans le coup. Et en fait, en général, quand la personne elle arrive à choper un rendez-vous, soit le formateur, soit l'apprenant, il y a vraiment un switch, tu vois, dans ce qui se passe dans sa tête. Ils se disent, ah, ok, je suis pas en train de juste d'embêter quelqu'un, je suis en train de lui apporter quelque chose qui va lui servir et qui va améliorer sa vie, quoi. Ouais, je vais t'avouer un truc, moi, quand je suis sorti des études, le métier que je ne voulais surtout pas faire, c'était commercial. Ah, c'est énorme. Et en fait, j'ai trouvé un job de commercial parce que c'était dans le sport et j'avais envie de travailler dans ce secteur-là. Et je me suis dit, bon, on va y aller, mais j'ai peur, justement. Et en fait, j'ai eu un déclic, effectivement, quand mon manager m'a dit un peu ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu apportes une solution à des gens qui en ont besoin,
le métier de commercial devient noble. Et ça, une fois que je l'ai compris, les premiers mois de mon activité, ça m'a débloqué quelque chose où effectivement, j'avais plus l'impression de déranger les gens quand je les appelais. Ouais, je pense que le gros problème quand on voit le métier de commercial, c'est qu'on imagine un peu les gens, soit qui mentent, soit qui vont te forcer la main, et il y en a. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on ressent ça quand on voit qu'on se fait harceler sur le CPF, le machin, le truc sur son téléphone. C'est légitime en fait de penser ça et de ressentir ça. Mais si on se met dans une... Je sais pas si on prend un exemple, tu es commercial chez Doctolib et en fait tu vois l'emploi du temps des médecins où ils sont ras la gueule, ils en peuvent plus, et qu'en fait avec Doctolib tu vas vraiment leur permettre de mieux organiser leurs emplois du temps et tout. En fait, tu vois, c'est concret, tu le vois, tu peux comprendre que ça va vraiment améliorer sa vie. T'es pas là juste en train de le saouler pour lui vendre une cuisine dont il n'a pas besoin. Non, tu l'appelles pour que son quotidien à lui soit meilleur, qu'il améliore son bien-être potentiellement au travail, sa rentabilité, etc. Donc, je pense qu'il faut, quand on s'apprête à devenir commercial, il faut arriver à prendre à comprendre vraiment le besoin d'un client. VS, on n'est pas là pour forcer quelqu'un à acheter un truc, en fait. C'est vraiment pas le but des sales, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui est, je trouve, moi, important quand on se lance, et j'en parle un peu quand j'interviens chez vous, c'est, j'appelle ça le choix de sa table de poker, c'est-à-dire sur quel secteur je vais évoluer, quel type d'entreprise je vais prospecter pour être embauché. Quels sont les conseils que vous donnez sur ce type de questions ? Ouais. Alors déjà, nous, quand c'est la plupart des personnes qui viennent dans l'école, ce sont des reconversions. Donc, on essaie de leur dire que si, par exemple, ils viennent d'un métier qu'ils aimaient mais qu'ils n'ont plus envie de faire, je reprends cet exemple d'une infirmière, par exemple, et ben, on essaie de les conseiller vers des boîtes qui peuvent bien comprendre et pour lesquelles c'est tangible pour eux, tu vois. Ouais. Donc, une infirmière, par exemple, elle aura de la facilité à aller bosser chez Docto. On le voit, tu vois. Les personnes qui étaient dans la téléphonie, bon, bah, pareil, on les envoie dans les boîtes qui sont à peu près dans le même secteur. Et ça peut être juste pour commencer, pour se mettre le pied à l'étrier, pour être dans un domaine qu'on connaît et donc avoir une sorte d'avantage comparatif, finalement, par rapport aux autres candidats. Ou alors, donc ça, je dirais que c'est la première chose qu'on conseille. Et la deuxième chose, c'est d'aller un peu dans les écoles de vente. Et donc là, tu as soit des profils assez structurés qui ont besoin de cadres, etc., auquel cas on leur propose vraiment d'aller dans des écoles de vente, dans les boîtes connues qui ont des écoles de vente un peu sérieuses, qui font ça depuis plusieurs années, qui ont des techniques, etc. Soit d'aller dans les vraiment petites boîtes pour les profils qui sont presque un peu entrepreneurs, ou tu vois, qui aimeraient bien être freelance à terme, ou qui aimeraient bien monter une boîte, dans des entreprises plus petites pour qu'ils puissent toucher à tout le cycle de vente. Quitte à être un tout petit peu moins bien formé par le manager, mais tout en essayant de se nourrir de podcasts ou de livres, ou voilà, de continuer à faire venir Iconoclast, par exemple, pour les reformer, mais pour avoir tout le cycle. Donc, ça dépend vraiment du profil, mais je pense que les trois choix, ce serait à peu près ça à la sortie. Ouais, quand tu parles d'écoles de vente, c'est vraiment les écoles de vente internes à des entreprises, interne, ouais. Les fameuses Sales Academy de... HubSpot, Salesforce, des choses comme ça. Okay. Ouais, exactement. Où à l'époque, il y avait aussi tout ce qui est Xerox, Pepsi, Coca. Bon, c'est des boîtes qui ont des techniques aussi très solides, avérées, et qui sont intéressantes à connaître. Ouais, alors c'est vrai que moi, j'ai recruté des commerciaux par le passé. J'aimais bien les profils atypiques, justement, qui venaient d'un autre métier. Et je faisais pareil sur les développeurs aussi. J'avais déjà recruté un garagiste Harley-Davidson pour être développeur. Énorme. Qui était passé par une école un peu comme Iconoclast, mais sur la partie code. Ouais. Mais néanmoins, par exemple, je te donne un exemple. Je voulais recruter justement une ancienne infirmière sur le poste de commercial. Et dans la boîte où j'étais, qui était plutôt une start-up, donc plutôt ouvert, on m'a assez vite expliqué que c'était un peu risqué en fait, de prendre des profils qui n'ont pas trop d'expérience dans la vente et qui viennent d'un autre monde. Et ça, comment tu l'évalues, toi, avec les e-commerce qui se placent dans les entreprises ? Est-ce que c'est encore le marché de l'emploi là-dessus est encore assez frileux, ou ça s'est détendu un peu, en sachant qu'on est encore une fois sur des postes en pénurie, le métier de la vente, donc peut-être que les gens sont moins difficiles. Est-ce que tu as des retours à nous faire là-dessus ? Ouais, je pense qu'il y a de toutes les manières des entreprises dans lesquelles si tu n'as pas un bac+5 et que tu sors d'une top 3 école de commerce, tu n'iras pas. Mais à la limite, je pense que les personnes qui sont en reconversion ne devraient même pas essayer d'aller dans ce genre de boîte, parce qu'elles ne seront pas
heureuse et pas épanouie dès le départ. Il peut y avoir des exceptions, mais voilà. Donc, non, moi, ce que je réponds à ça, c'est faites un cas pratique, en fait. C'est soit la personne, elle est capable de le faire, soit elle n'est pas capable. Et ensuite, après ça, c'est est-ce que toi, tu as le temps de l'accompagner ou est-ce que tu n'as pas le temps? Moi, je sais que les gens qui font passer des cas pratiques aux personnes qui sortent d'Iconoclass, ils ne sont pas déçus. Ça peut arriver de se planter sur un cas. Mais en général, la technique, elle est là. S'ils ont compris le cas pratique, ils s'en sortent. Donc, en fait, moi, je préfère une personne qui s'est reconvertie, mais qui a une dalle de malade pour aller faire les objectifs, qu'un commercial qui est cramé complet qui en fait a plus trop envie ou est un peu fatigué de faire du call ou je sais pas quoi et qui en fait oui va connaître mais va être moyen dans sa perf. Donc moi je pense qu'il faut toujours regarder compétences et motivation à côté et puis potentiellement ambition quoi. Ensuite envie de devenir meilleur. Il y aura toujours des entreprises qui recruteront uniquement sur les diplômes, uniquement sur l'expérience ou uniquement sur l'école de laquelle tu es sorti. Nous, aujourd'hui, on a 98% de gens qui sortent d'Iconoclass qui trouvent un job. Donc, okay. Et si ça fait 6 ans qu'on est là, ça veut bien dire qu'il y a une vraie voie pour les entreprises qui ont envie de recruter des gens qui savent faire, qui ont envie de faire, qui ont compris que quand ils étaient commerciaux, ils allaient prendre leur téléphone ou ils allaient devoir aller chasser du client, etc. Et je pense que, en tous les cas, si tu as affaire à profil légal à quelqu'un qui en a jamais fait et quelqu'un qui sort tout juste d'une école de commerce tête bien faite, en réalité, prends celle qui en a jamais fait mais qui s'est formée rapidement parce que celui qui sort et qui en a jamais fait, peut-être qu'il... Je suis en train de confondre les deux profils. Mais bref, tu m'as compris, entre sortir juste d'une école de commerce, un bac+5 mais jamais avoir pris son téléphone ou sortir d'une école, que ce soit Icono ou un bootcamp où tu t'es formé, autant prendre celui où tu es entraîné, quoi. Et donc, si des entreprises recrutent et nous écoutent, moi, je faisais effectivement des cas pratiques où c'était en gros un jeu de rôle où je simulais justement l'appel de prospection en étant bienveillant. Mais est-ce que tu as d'autres cas pratiques en tête ou c'était à peu près ça quand tu parles de cas pratiques Ouais, celui-là, il est très bien. Et d'ailleurs, tu peux même... il y a plein d'entreprises qui font même directement prendre le téléphone à la personne. Oui. Tu lui donnes une liste... de 30 contacts ou de 20 contacts à appeler en 1 heure. Et puis, vrai prospect, ouais. Ouais, tu vois vraiment vrai prospect, exactement. Et tu vois ce que ça donne. En fait, ça dépend aussi des missions de la personne. Si tu l'attends plutôt sur une mission de prospection, pour moi, sur le cas pratique, il faut tester une prospection. Ça peut être créer une boucle d'email de prospection LinkedIn. Ça peut être, en effet, faire une session d'appel à froid. Ça peut être même, si c'est plutôt de l'inbound, du lead entrant, ça peut être simuler un appel ou rappeler un inbound. Bon, je pense que la mise en pratique, c'est la meilleure chose parce qu'il y a plein de commerciaux qui te raconteront plein de belles choses en entretien et qui, en fait, une fois sur le cas ou une fois avec le téléphone, seront incapables de faire quelque chose. Donc non, et après, sinon, jeu de rôle, c'est pas mal. Ça peut être sur un cas de la boîte ou sur un cas un peu plus commun pour éviter de rentrer trop dans les spécificités de la boîte. Et ChatGPT peut en proposer plein des sortes de faux cas pour s'entraîner. Et puis nous, on fait toujours le même depuis toutes ces années. On fait Vends-toi et il est cool parce qu'il permet vraiment d'aller sur les techniques de vente et on essaie justement de demander à la personne de prendre beaucoup de recul sur le produit, mais vraiment de se concentrer sur la technique en fait. Et c'est un peu le truc qui est difficile dans le cas. Mais voilà, je pense que la mise en pratique, c'est la meilleure façon de voir si le commercial tient la route ou pas. Ouais. Tu as parlé de ChatGPT. Moi, en ce moment, j'essaie de voir tous les cas d'usage un peu qu'on peut faire dans la vente avec l'IA. Est-ce que, j'imagine, vous en testez plein. Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui sont maintenant presque indispensables avec les utilisations d'IA dans le parcours de vente ? Ouais. Via ChatGPT ou pas forcément ? Ou d'autres outils qui utilisent en toile de fond l'IA. Alors, nous, je pense que dans ceux qu'on utilise le plus ou qu'on a le plus testé, peut-être parce que, à l'heure où on se parle, en fait, dans 3 semaines, il y aura encore plein de nouvelles choses. Mais on a testé, ce qui est pas mal pour les commerciaux, c'est un outil qui s'appelle Much Better, qui permet de s'entraîner. Alors là, je te parle de tout ce qui est entraînement, parce que, il y en a des tonnes sur la prospe, etc., mais vraiment, pour s'entraîner, il y a un outil qui s'appelle Much Better qui te fait des roleplays en direct et qui donc fait le prospect.
Donc, Much Better sera entraîné avec tout le cas de ta boîte. Je ne sais pas si tu es Deliveroo, il aura tout le cas du restaurateur qui va te dire non, qui va te dire qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas le budget, qui truc. Et donc, ça permet vraiment de s'entraîner. Et quand parfois le directeur commercial ne prend pas assez le temps de faire un suivi, tu vois, ou un shadow de la personne, ça peut être une façon de prendre les devants pour s'entraîner. Donc, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le training en ce moment? Ça, c'est vraiment bien. Non, je te coupe sur Much Better parce qu'effectivement, quand je manageais des commerciaux, j'essaie d'avoir toujours des créneaux dans la semaine pour faire des jeux de rôle avec eux. Mine de rien, eux, ça les stressait parce que j'étais leur manager. Moi, ça me prenait quand même du temps de préparation et d'exécution. Et c'est vrai que si tu le fais avec un avatar généré par l'IA, c'est quand même ça réduit un peu la friction pour le commercial et pour le manager. Quoi. Complètement. Ouais. Un peu dans la même veine. D'une autre manière, quand Clap, c'est un outil Clap qui enregistre tes meetings et qui peut te ressortir un transcript suivant une méthode de vente. Donc, si par exemple, tu lui dis je veux que mes commerciaux fassent du médic ou un spin ou peu importe, en fait, il va te mettre dans le transcript de la vidéo de l'entretien de vente ce qu'il a bien fait dans son médic, par exemple, ce qu'il aurait pu faire de mieux. Et donc, pour le manager, c'est pareil, c'est assez pratique pour pouvoir tirer ce qu'il a travaillé chez le sales. Et puis même pour le sales, pour son auto-évaluation, c'est quand même assez génial. Après, tout ce qui est réécoute de call avec Mojo ou analyse de call, je trouve que ça peut être vraiment utile aussi dans le management. Ouais, je trouve que les outils, effectivement, qui te résument les rendez-vous, qui te remplissent les CRM, et même là, j'ai fait ça il n'y a pas plus tard que quelques jours, où, OK, tu as le résumé du rendez-vous, demande à ChatGPT de t'écrire le mail de suivi. Et en fait, tu gagnes quand même un temps assez important sur toutes ces tâches qui sont très chronophages. Ouais, totalement. Et que souvent, les commerciaux ne font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps ou ça les saoule, c'est clair. OK. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est quand on a eu l'apparition des entreprises tech qui avaient un playbook de vente assez poussé dans le monde des startups, et tu as créé ta boîte il y a 6 ans, donc c'était aussi le moment où on voyait apparaître des boîtes qui avaient, tu as parlé de Doctolib, c'était un peu ça aussi, donc des fameuses spécialisations partage, donc les SDR, les BDR, les accounts, etc., les CSM. Là, on a eu un autre courant, parce qu'on avait moins d'argent de la part des VC, qui, en fait, on dit aux commerciaux, finalement, vous allez être un peu plus généraliste, on va un peu moins diviser les tâches et avoir des équipes moins grandes, et vous devrez être un peu plus commercial sur tout le cycle de vente. Ouais. Ça, tu le vois aussi dans les recrutements où on demande plus de commerciaux qui ont finalement un panel d'actions assez large, où tu as quand même encore pas mal de boîtes qui veulent recruter du SDR pour prospecter et après des accounts pour closer. Ouais, alors moi je suis d'accord avec toi, j'ai ressenti totalement les deux tendances. Ouais. En revanche, c'est plus dans ce qu'on a raconté que de ce que moi j'ai vraiment vu du marché du travail. Moi, je trouve que la demande en SDR, donc vraiment avant-vente, prospection, elle explose complet parce que c'est un métier qui est très difficile. Ça reste le nerf de la guerre, en fait. C'est totalement le nerf de la guerre. En revanche, ce que j'ai vu, c'est qu'on demandait de plus en plus aux commerciaux, donc à ceux qui closent normalement aux accounts ou quoi, de faire en plus de la prospection, même si c'est pas 50% de leur temps. Dès qu'ils ont un petit quart d'heure ou quoi, on redemande vite de prendre le téléphone. Et je l'ai vu même dans des entreprises qu'on connaît bien et que tu cites en effet comme école de vente, qui avait un peu ce terme, qui redemande maintenant aux commerciaux soit de prendre l'inbound que personne n'avait trop le temps de traiter, soit de refaire de la prospection, même si c'est une prospection qui peut être un petit peu différente de ce que les SDR font dans la boîte. Mais alors moi, la demande en SDR, je la vois toujours exploser, quoi. Ouais, donc la prospection, la génération de leads, depuis plusieurs années, on voit que dans la vente, c'est le nerf de la guerre. Moi, d'ailleurs, les épisodes là-dessus, c'est des épisodes qui font toujours beaucoup d'audience. On pourrait se dire qu'avec les apparitions de l'IA, des outils IA, etc., en fait, finalement, l'IA va faire de la prospection et les commerciaux feront le reste. Mais en fait, la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. C'est encore les entreprises sont en demande de commerciaux qui vont prospecter.
Et à la limite, le closing, ça se fera peut-être par le manager ou par c'est d'abord la priorité, c'est d'avoir du lead et donc des gens qui savent prospecter. Ah ouais. Franchement, j'attends de voir le jour où on se reparlera pour se dire que c'est les IA qui font toute la prospe. On a testé un peu les vocaux, les IA sur toute la partie vocale ou toute la partie même callback, etc. Franchement, c'est aujourd'hui, en tous les cas, en 2025, c'est pas du tout au point. Ouais. En tous les cas, ce n'est pas au niveau du sales. Alors oui, la prospe, tu peux l'automatiser, tu peux arriver à targeter beaucoup plus de personnes avec des approches beaucoup plus personnalisées. Mais aujourd'hui, ça se voit quand c'est pas toi qui as écrit ou quand tu vois, t'avais aucune personnalisation dans la démarche ou quand c'est pas toi qui es en train de parler ou quoi. Ça se ressent. Et moi, je trouve que c'est presque un peu le contraire. C'est qu'on est tellement sollicité qu'aujourd'hui, les gens qui prennent pas le temps de faire une approche personnalisée, humaine, avec soit un ton super cool, soit voilà, quelque chose qui peut toucher son interlocuteur, c'est compliqué, quoi. Ouais, que ce soit les messages LinkedIn où tu vois que c'est un robot qui écrit, complet, ou les appels téléphoniques où en fait très vite, au bout de peut-être 10 secondes, tu vois que c'est un robot. Alors encore une fois, on est en 2025, peut-être qu'en 2026 ce sera différent. Peut-être. Mais ça c'est plus se tirer une balle dans le pied parce qu'effectivement, tu vois qu'il y a une explosion des outils IA et tu n'as pas forcément envie d'être la cible d'IA, de robots. Je pense que c'est c'est encore assez humain de vouloir parler à un autre humain avant de parler à une IA. Alors peut-être que sur le support, c'est différent. Le service après-vente. Oui, encore, hein, franchement, quand tu vois que c'est un bot qui te répond, ça devient vite... En tout cas, l'expérience, elle est forcément un petit peu... Aujourd'hui, en tous les cas, elle est forcément un petit peu impactée. Et aujourd'hui, tu as des outils quand même qui te permettent de connaître tellement bien ton interlocuteur. Oui, c'est plus ça peut-être. Aujourd'hui, tu branches Human Linker à ton LinkedIn, tu as full info sur la façon dont il faut parler à ton prospect, de peut-être quelle couleur il est sur le disque, etc. Bah, pourquoi ne pas s'en servir, en fait ? Ça permet vraiment d'humaniser, on va dire, la prospection. Et même si tu envoies de la séquence, voilà, la prospection, c'est quand même une loi des grands nombres. Donc, à un moment, il faudra passer beaucoup d'appels, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir une petite info sur la personne qui est un peu plus que ce que les autres ont, ou de personnaliser un brin sa prospection ou son approche, quoi. Ouais, Human Linker est passé dans le podcast. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est un outil de prospection qui permet de scanner en fait, le profil de vos prospects. Donc, Thibaut, salut. Coucou. Si tu nous écoutes. Coucou. On se connaît bien. Mais effectivement, c'est peut-être plus vers ce genre d'outils qui te permettent d'avoir... moi, je parle d'hyper-personnalisation. Pour moi, le 2025, c'est l'année de l'hyper-personnalisation parce que tu as les outils pour... Et si tu ne fais pas l'effort pour avoir des messages personnalisés... Tes concurrents le feront. Tes concurrents le feront. Ouais. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a encore peu de commerciaux qui le font. Enfin, je ne sais pas toi, les messages de prospection que tu reçois, mais... Moi, je réponds à rien. Donc... Tu réponds à rien. Moi, le seul truc auquel je réponds en ce moment, mais je l'ai dit sur un podcast il n'y a pas longtemps, et depuis, j'arrête pas d'avoir c'est des vocaux. Quand la personne, elle prend le temps de me faire un vocal ou une petite vidéo... tu vois, face cam, même si ça dure 10 secondes qu'elle m'envoie sur LinkedIn, même si je ne suis pas intéressée ou que ça ne correspond pas à mon besoin, je réponds et, toi, et les je vocaux, trouve ça cool, quoi. Ouais. T'es assez réactive. Moi, c'est vrai que je t'avoue, les vocaux, c'est un truc qui me... J'aime pas trop, j'écoute pas. Mais tu vois, c'est ce que je dis tout le temps aux apprenants, parce que les apprenants, ils disent tout le temps « Oui, non, mais l'appel, mais qui répond au téléphone ?» ou tu vois, qui va répondre à un vocal et tout. En fait, il y a autant de types de prospection que de personnes et que de trucs dont on a envie, quoi. Moi, je réponds jamais aux appels. J'ai genre 50 appels en absence par jour. Même les gens que je connais, je leur réponds pas. En revanche, un vocal ou une petite vidéo ou voilà, quelque chose qui touche ma mémoire visuelle ou auditive, bah, c'est interactif avec moi, ça marche avec moi. Et donc, c'est le bon canal pour moi. Et bah, peut-être qu'une autre personne, ce sera le téléphone. Moi, j'ai des personnes dans ma boîte qui répondent à tout, mais tout le temps au téléphone. Ils adorent être au téléphone et tout. Et donc, il faut vraiment enlever les barrières mentales qu'on peut avoir sur la prospection parce qu'il y a vraiment autant de gens sur qui ça marche. Aujourd'hui, ce midi, avant même qu'on se voit, j'ai fait passer un entretien à une personne qui vendait des abonnements électriques en porte-à-porte en B2C.
Bon, c'était sa première expérience. Pour moi, c'est aussi dur que de lever des fonds dans la rue pour les associations, tu vois. C'est hyper dur. Et je lui disais, mais c'était quoi tes chiffres? Enfin, tu signais combien? Il en signait 3 par jour. Il en signait 50 par mois, potentiellement. Les mois où il était performant. Et je me dis, mais qui fait ça? Qui signe un contrat en porte-à-porte? Et en fait, il y a des gens sur qui ça marche. Ouais. Donc, bon, après, tu as un gros taux de rétractation, mais c'est vraiment pour dire que la prospection, tu as autant de types de prospection que de gens qui existent, quoi. C'est vrai. Donc, faut tester. C'est vrai. Moi, c'est plutôt le texto où je réponds pas mal. Donc, si vous nous écoutez, les prospecteurs, les commerciaux, mais c'est une déformation que j'ai eue quand j'ai commencé ma carrière de commercial, où effectivement, je devais démarcher des entraîneurs de sport de haut niveau, donc tu vois, le football, rugby, ceux que tu vois à la télé. Et en fait, impossible d'avoir un email, impossible que tu les aies au téléphone. Les mecs sont tout le temps à droite, à gauche sur le terrain. Par contre, le texto, ça marchait. Donc, quand tu arrivais à avoir un 06, si possible, de la part de quelqu'un qui le connaissait, parce que sinon... tu pouvais vite être qualifié de spammer. Ouais. Et ben, le texto, ça marchait pour caler un rendez-vous. Et une fois que tu l'avais en rendez-vous, c'était le rendez-vous de vente. Ouais. Donc, je suis d'accord. C'est top aussi le texto. Moi aussi, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, les outils de prospection par texto, ils commencent à en avoir, mais je trouve que ce n'est pas encore très démocratisé. Ouais. Je sais que tu as nos CRM qui proposent un outil via WhatsApp. Ouais. Je ne sais pas si tu en as d'autres, des outils comme ça. Mais... Nous, on a mis... c'est pas vraiment de... Non, c'est plus de la réponse. On a kiosque sur WhatsApp. Mais nos CRM, c'est vraiment top. On l'a utilisé aussi. C'est vraiment... Ouais. On peut toujours faire mieux, bien évidemment, mais franchement, c'est déjà pas mal. Ouais. Une question que tu m'as glissée en préparant l'épisode. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on devient commercial ? Je pense qu'en fait, c'est peut-être dans tous les métiers, mais je pense qu'il y a vraiment des jobs qui te mettent face à tes insécurités ou aux choses que tu n'as pas envie de faire ou qui sont compliquées pour toi. Et je pense que le job de commercial, c'est vraiment le job qui te met face à tous les petits points noirs que tu pourrais voir de toi, que ce soit ta résilience, que ce soit la peur de déranger, que ce soit le manque d'estime de soi, que ce soit la peur du rejet, que ce soit le fait de ne pas forcément arriver à créer une relation avec les autres. Et en même temps, toutes ces petites peurs, c'est aussi les choses que tu apprends du coup à améliorer sur toi quand tu deviens un commercial. Et moi, je le vois, il y a vraiment des gens qui sont transformés. Mais donc, il y a des gens, il y a 5-6 ans qu'on a formés, que je revois aujourd'hui. Physiquement, c'est devenu d'autres personnes. Tellement, en fait, de prendre confiance en soi, ça ouvre l'intellect, la posture, etc. Mais ça ouvre presque physiquement. Et moi, je trouve ça fou. Il y a des gens que je reconnais quasi pas, quoi, tellement ça les a épanouis et ça a montré, ça les a renforcés, en fait, sur plein de points de personnalité qui sont un peu difficiles pour la majorité d'entre nous, quoi. Donc, hallucinant. Et surtout que finalement, la compétence de vente, tout le monde la pratique plus ou moins dans son quotidien, que l'on soit commercial, entrepreneur, mais même dans sa vie personnelle, avec ton conjoint, les artisans qui passent chez toi, etc. Donc, en fait, c'est des compétences qui sont transversales. Hein. Totalement. Et on le voit, que ce soit pour monter une entreprise, tu dois savoir vendre. Que ce soit pour te vendre en entretien, tu as besoin de savoir vendre. Négocier ton salaire, tu as besoin de savoir vendre. En fait, pour moi, vendre, c'est une compétence universelle que presque on devrait apprendre au collège et au lycée plutôt que d'apprendre plein de trucs qui parfois ne te serviront jamais. La vente, c'est quelque chose dont tu es sûr et certain que tu te serviras dans ta vie. Donc, ce serait vraiment pas du temps à perdre que de l'ajouter dans les programmes. Donc, le ministère de l'Éducation, si vous nous regardez, n'hésitez pas. Et tu vois, j'ai écouté un podcast, on va le citer, c'est Silicon Carnet, qui expliquait que, donc c'est sur la Silicon Valley, que tous les entrepreneurs de Y Combinator, qui est l'accélérateur de référence de la Silicon Valley, des US, en fait, les fondateurs ne savent pas vendre et sont tous un peu geeks, un peu sur leur ordinateur, et du coup, créent des solutions où tu as le moins d'interaction humaine possible. Et du coup, je trouve que finalement, quand on a cette compétence vente, tu pourrais te penser qu'aux États-Unis, c'est le pays de la vente, etc. Mais en fait, tu vois, dans Y Combinator, ce n'est pas le cas apparemment. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut... si on le travaille, on peut passer à, on va dire, un niveau supérieur, que ce soit dans son entreprise, dans son job ou dans sa vie perso. Oui, c'est vrai que pour toutes les personnes, dans tous les cas, qui ont l'ambition d'avoir soit des gros postes dans une entreprise, soit de monter leur propre entreprise,
la voie de la vente, c'est la voie la plus simple pour y arriver. Parce que de toutes les manières, un directeur d'entreprise, c'est quelqu'un qui vend, pas vendre au sens forcément prendre son téléphone ou signer des deals, mais c'est quelqu'un qui devra vendre une vision, c'est quelqu'un qui devra vendre un changement d'organisation, c'est quelqu'un qui devra peut-être aller lever des fonds, c'est quelqu'un qui devra vendre dans les médias. Et en fait, la vente, c'est vraiment quelque chose, c'est la voie royale finalement pour grimper les échelons et réussir et même bien gagner sa vie, quoi. Ouais, et Naval Ravikant dit à notre ère, il faut soit savoir coder, soit savoir vendre. Et il rajoute même un troisième pilier, c'est savoir créer du contenu et être bon dans l'un des trois piliers. Donc, même, je pense, avec les outils IA, ça reste encore vrai, ce conseil-là. Ouais, pour moi, on se servira des outils, mais ça n'empêchera pas de savoir vendre, quoi. Ouais. Marie, on arrive à 45 minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre sujet du jour avant qu'on passe aux questions de la fin, ou tu penses qu'on a fait un bon panorama de comment devenir un commercial aujourd'hui? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour et j'ajouterais juste qu'on a tous à apprendre des autres et on ne peut pas se dire qu'on sait tout. Donc, nous, on le voit même sur la vente en tous les cas, même quand on va voir des directeurs commerciaux qui ont 20 ans d'expérience, qui ont des grosses équipes qui sont en place depuis longtemps, c'est toujours important de continuer à se former tout au long de sa vie, que ce soit par les podcasts, lire des posts LinkedIn, prendre des formations, que ce soit chez Iconoclast ou quelqu'un d'autre. En fait, c'est hyper important de continuer à monter en compétences. Moi, je dis toujours à mes élèves qu'en fait, quand on arrête d'apprendre, on devient obsolète. Et encore plus aujourd'hui, quand on a avec tout ce qui les outils IA, les nouvelles techniques, etc. Si on arrête de les apprendre, on deviendra obsolète. Donc voilà, je conseillerais juste de vraiment se former d'une manière régulière, de faire une veille, et je trouve que c'est hyper important. Ok, écoute, merci beaucoup. On va passer aux questions de la fin. 4 questions que je pose à tous les invités. C'est parti. Marie, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps, que ce soit dans la vente, l'entrepreneuriat ou dans la vie perso, que je devrais éviter? Alors, dans l'entrepreneuriat, puisque c'est plus mon job, moi, j'ai essayé à un moment d'essayer de savoir plein de choses sur des sujets très précis parce que j'avais l'impression que c'était dans mon scope. Sauf qu'en fait, quand tu es entrepreneur, ton scope, c'est tout. Ça peut être la compta, la com, le ménage qu'il y a dans tes locaux, la vente, peu importe. Et moi, ce que j'ai appris, c'est essayer de recruter des gens qui étaient très bons dans leur domaine, d'apprendre à les challenger sans forcément apprendre en détail ce qu'eux, ils sont censés faire et ce qu'ils sont censés délivrer. Et voilà, je pense que si c'était à refaire, je me serais vraiment épargné du temps sur le fait de comprendre parfaitement le petit truc du machin en compta, d'avoir l'idée globale et ensuite de savoir challenger les équipes qui travaillent avec toi. C'est vrai que quand tu as une entreprise, tu as cette problématique-là. Néanmoins, ça peut t'arriver de reprendre des experts, mais un peu à ton insu, simplement en lisant quelque chose, en disant « Attends, il y a une coquille là ». Je vais appeler le comptable et le comptable se confond en excuses. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oui. Et tu te dis, pourtant, je ne suis pas expert, mais rien que le fait de relire et d'avoir un esprit assez cartésien, ça peut épargner les erreurs de parcours. En fait, ton job, c'est plus de questionner, de faire en sorte que ça monte en compétence, que ça croît, que de savoir quel est le problème. Parce qu'en fait, quel est le problème, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est que ce soit réglé et que ça n'arrive plus demain et que ça s'améliore. Donc, je pense que la vraie skills à développer, c'est plutôt apprendre à challenger, apprendre à remettre en question quelque chose et puis arriver à prendre une décision, quoi. Très bien. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui, selon toi, tu as faite beaucoup trop tard? Oui, je pense qu'il y a que quand tu embauches des gens, ils correspondent parfois à une certaine période de la boîte qui correspond à eux à un certain moment de leur vie. Et parfois, il y a des gens qui deviennent vraiment toxiques pour la boîte, mais t'as pas forcément envie d'arrêter avec eux parce que tu te raccroches un peu au passé. Et moi, là, ce que j'ai appris sur les quelques dernières années, c'est que les personnes qui deviennent toxiques ou nocives pour l'équipe d'une manière générale, il faut essayer de couper court plutôt que d'essayer toujours de... Une fois que tu as tout mis en place, de toutes les manières, parfois, tu peux pas faire plus. Et donc je pense que si je ressentais ça encore, j'essaierais de mettre fin à la relation un peu plus rapidement. Très bien. Alors, c'est marrant. Sur les 2 questions, tu m'as parlé de recrutement. Donc, ça aussi, c'est sans doute une compétence, la compétence importante quand tu as une entreprise, c'est de savoir bien s'entourer. Carrément. Vente, de toute façon, de toutes les manières, recrutement et vente, c'est hyper lié. Et oui, je te parle de ça parce que
C'est une grosse mission finalement du chef d'entreprise d'avoir des équipes qui sont heureuses, qui performent bien, qui sont au bon poste, au bon moment pour elles ou pour la boîte. Donc c'est vrai que c'est des problématiques que je trouve super difficiles quand tu es dirigeant et surtout qu'il n'y a pas de science exacte dans le recrutement. Le candidat te dira toujours ce que lui, il a envie d'entendre et toi, tu comprendras toujours ce que toi, tu as envie de comprendre pendant les entretiens. Donc, ce n'est pas une science exacte et je trouve que c'est quelque chose où tu peux perdre pas mal de temps, pas mal d'argent aussi et quelques plumes parfois. Donc, voilà, je pense que beaucoup de mes enseignements sont tirés des RHIS. Très bien. Question un peu plus fun. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie ? Changer la vie. Alors, moi, j'en ai 2, mais je sais pas si les 2 vont Vas-y. 100 €. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Non, mais en tous les cas, dans ma vie d'entrepreneur, il y a un bouquin qui m'a vraiment changé la vie qui s'appelle The Expectation Effect. Et c'est un bouquin sur le management qui te donne quelques règles vraiment sur le management où moi, ça m'a choquée quand je l'ai lu. J'étais vraiment en mode « Quoi ?» Donc vraiment, je vous recommande de le lire et écrivez-moi si vous le lisez parce que moi, j'étais vraiment hyper interpellée par ce livre et ça m'a fait beaucoup progresser. Et des AirPods, mais pour qu'ils rentrent dans le budget, il faudrait peut-être qu'ils soient d'occasion ou seconde main, reconditionnés. Mais moi, j'ai vachement besoin de... Je suis toujours en open space, j'ai pas mon petit bureau ou quoi, je suis toujours au milieu de l'équipe. Mais j'ai aussi vraiment besoin de m'enfermer dans ma bulle. Wow, ça m'a changé la vie d'avoir des AirPods. Ouais, les AirPods, c'est une sacrée invention, notamment quand tu es commercial, effectivement, que tu peux passer des coups de fil sans avoir les fils, etc. Ouais, c'est un sacré outil qui revient souvent dans l'héros de la vente. Hein. Sur cette question, j'ai souvent les AirPods qui arrivent dans la discussion. Ouais. C'est la base. Ok, parfait. Dernière question, Marie, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu me proposes qui ? Je te propose Valentin Quito. Tu l'as déjà eu ou pas ? Ouais, je l'ai déjà eu. Oh non. Alors, deuxième personne qui m'a aussi beaucoup appris, Simon Proust. Je ne l'ai pas eu. Yes. Mais tu l'as pas eu, t'es sûr ? Non, je ne l'ai pas eu. Ok, bon, vas-y, je pourrais te faire une intro si tu veux. Super. Il fait quoi, Simon ? Simon, il était directeur commercial de chez SumUp sur son dernier job et je crois qu'il est en train de monter une entreprise là depuis quelques mois. Et il a beaucoup appris de Valentin. De toute façon, quand j'étais chez Tiller il y a quelques années, on a tous beaucoup appris de Valentin Quito, pour s'il nous écoute. Mais lui, après, a structuré aussi des équipes internationales, etc. Chez SumUp, il a beaucoup de choses à dire sur la vente et très, très intéressant et très pédagogue. Ouais, c'est ça. Je me disais Tiller System quand tu m'as cité Valentin. Yes. Bah écoutez, vous pouvez aller écouter cet épisode, il est très bien aussi. Marie, si on veut faire appel à vous, donc vous avez soit la partie B2B, donc pour vous accompagner les entreprises sur toutes les questions de la vente, ou soit la partie B2C, si on veut changer de carrière et devenir commercial. Comment on fait ? On va sur votre site web ? Ouais, site web, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok. Ouais, donc le site web, c'est iconoclass.eu. Ok, et vous êtes présent à l'étranger ? Non, Paris, et là on ouvre des campus aussi ailleurs dans la France. Ça sortira bientôt. Ok, écoute, je suis content d'avoir eu la primeur. La primeur, l'exclusivité. On suivra ça, tu me dis si vous ouvrez à Toulouse. It's possible. It's possible, ok. Écoute, Marie, merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que ça va intéresser plein de gens qui sont pas forcément dans la vente aujourd'hui, mais qui se posent la question. Ça va aussi intéresser, à mon avis, des gens qui recrutent des commerciaux. On a donné un peu des conseils sur comment bien réussir l'onboarding d'un commercial, faire des exercices, gamifier un peu l'expérience. Complètement. Et écoute, je te vois demain chez Iconoclass. Oui, c'est vrai, avec plaisir, trop hâte. Voilà, et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, à le partager. À bientôt, Marie. À bientôt, bye tout le monde. Salut.